Je suis contente parce que c'est la première fois depuis le 15 mai que je peux dire que la gratuité a 10 ans, puisque la dernière fois que je suis intervenue, c'était à Biot, ça faisait pas encore tout à fait 10 ans. La gratuité à Aubagne est née le 15 mai 2009. Et ça fait 10 ans d'une expérience assez extraordinaire. Alors, pour mon propos, oui, effectivement, j'ai souhaité parler assez peu d'emblée, parce que je trouve qu'une pensée collective, elle se construit sur la base d'un échange, et que ça permet, avec des allers-retours, de faire évoluer la pensée, les pensées. Lorsque nous avons décidé, il y a 12 ans, en 2007, de penser à la gratuité des transports, c'était juste avant des élections municipales. J'étais alors première adjointe à Aubagne. On était un groupe là avec des militants et la direction municipale qui repartait en campagne, à se demander comment on pouvait trouver une mesure qui tourne le dos au tout marchand, à l'argent roi, et puis qui ait aussi des impacts en termes de développement durable et d'environnement. Alors, les débats ont été un peu compliqués, mais on en reparlera après éventuellement. On a décidé donc de partir pour une campagne électorale qui allait annoncer la gratuité des transports. Et la gratuité des transports, tout simplement parce que justement, elle fait la jonction entre une mesure sociale et une mesure environnementale. Et puis surtout, elle s'adresse à tout le monde. De la naissance à la mort, on peut prendre les transports en commun. Et donc, on s'en sert, et ça sert à tout le monde. On a eu quelques difficultés dans la campagne d'incrédulité, mais très vite, une fois la campagne passée, les élections victorieuses, il y a eu un phénomène inverse du côté de nos concitoyens pour dire « mais vous avez annoncé la gratuité, on espère que ce n'était pas une belle promesse en l'air, quand c'est que vous allez la faire ?» Et alors, malgré les barrières, ça aussi je reviendrai après, techniques, financières, énoncées par quelques administratifs, on s'est dit, bon, on va faire un rétro-planning. On est en 2008, il faut qu'en 2009, elle démarre. Et donc, on a donné cette date de 2009, du mois de mai, bon, parce que c'est joli. Et on a dit, voilà, il faut qu'elle se mette en place le 15 mai. Et c'était parti le 15 mai. Et moi, je me souviens d'un truc, après j'arrête avec les anecdotes, c'est que le jour du 15 mai 2009, il pleuvait. Il pleuvait et en fait, il pleuvait pas du tout dans la tête des gens. Ils étaient heureux, ils y croyaient même pas. Ils pensaient pas que ça allait être pour toujours, quoi. Il y en a qui me disaient « mais alors après les vacances, ça sera fini, mais alors jusqu'à quand ?» Mais alors... Et puis il y a une dame qui m'est tombée dans les bras, qui m'a étreinte et qui m'a vraiment très fort, qui me dit « vous savez, j'ai 4 enfants. Et c'est le beau jour de ma vie parce qu'enfin, ils vont pouvoir prendre le bus quand ils veulent, comme ils veulent. Vous nous faites un bien fou. » Et là, hop, le déclic entre la perspective politique et la manière dont on l'a pensé et la réalité. Et cette réalité ne s'est pas démentie au fil des ans. Et donc, si notre parti pris, c'était d'être à contre-courant du marché pour l'humanité, ce dont on s'est rendu compte, c'est aussi que la question, c'était de tourner le dos à ces politiques qui passent leur temps à faire du mal aux gens. Et qu'est-ce que c'est bien de mettre en place une politique qui fait du bien. Franchement, c'était ce parti pris-là, on ne le regrette pas du tout. La deuxième chose, c'est que si on regarde 10 ans après, quand on voit... on peut parler du mouvement citoyen des Gilets jaunes qui s'est développé depuis des mois et des mois. Donc quand même, la mobilisation et la résistance s'appuient sur une urgence, sur l'urgence climatique, écologique, sur l'urgence sociale et puis aussi sur le mépris. Et moi, ce qui m'a frappé pendant les 10 ans écoulés, c'est la conscience qu'ont eu les gens d'une dignité retrouvée, qu'on espère pouvoir durer. Ça aussi, je l'aborderai après. Alors, cette expérience, elle est environnementale et sociale, mais elle est aussi économique. Elle est même d'économique, vraiment, parce que je vous expliquerai ça aussi après. Étonnamment, elle est aussi à dimension culturelle et elle est aussi à dimension démocratique et sanitaire. Elle touche à tout, la gratuité, en fait. Elle touche à la vie des gens, mais dans leur ensemble. Et tout à l'heure, tu disais,
ça n'est pas une mesure utilitaire. Non, c'est pas une mesure utilitaire. C'est une mesure qui a été pensée dans le cadre d'un projet politique qui avait déjà dans ses actes depuis. Alors à Aubagne et ailleurs, des projets politiques qui déroulent la gratuité parce que on sait que tout ce qui est gratuit est fondamental dans la vie. Que le tout marchand, c'est ce qui est en train de nous tuer, que ce soit dans le cadre du travail, que ce soit dans le cadre de la consommation, que ce soit... Voilà, on se dit que les actes gratuits de la vie sont les plus beaux. Et notre expérience l'a montré aussi de ce point de vue. C'est-à-dire que... alors, évidemment, je ne reviens pas sur une gratuité que tout le monde a dans la tête et qui est un petit peu en danger, mais qui reste et qui demeure une évidence pour les gens, c'est celle de l'école. La gratuité aussi de la voirie. On emprunte la voirie, on ne se pose pas la question de... Voilà. Je vous dis ça parce que, quand même, dans la mise en place, si les gens ont été contents, nos détracteurs politiques nous ont très vite dit oui, mais ça a un coût. Quand on a décidé de la gratuité, avant même qu'elle soit mise en place, évidemment, la question, c'était de dire mais on n'aura pas les moyens, c'est pas possible. Et puis nous, on s'est dit, mais il y en a marre de ces politiques qui partent des moyens pour savoir si on peut répondre à quelques besoins et éventuellement les saupoudrer. On s'est dit non, partons d'un besoin. Ce besoin-là, on pense qu'il va répondre à la population et on va voir comment on se donne les moyens. Donc les moyens, on les a cherchés, on les a trouvés. Et il se trouve que cette mise en place de la gratuité, elle s'appuie économiquement sur un dispositif que je détaillerai si vous le souhaitez après, qui est le versement de transport que les entreprises versent, des entreprises de plus de 9 salariés à l'époque, de plus de 11 salariés aujourd'hui, et qui est calculé sur la masse salariale. Donc ce versement de transport, il est dynamique, selon le nombre d'habitants et les atouts de la commune, de la collectivité, de l'autorité organisatrice de transport qui le perçoit. Il peut aller de 0,6 à de 9, ça c'est pour Paris, 2,9% de la masse salariale. Ce qui fait que ça fait une entrée d'argent qui ne pèse pas sur l'impôt des ménages, mais qui permet à la fois le transport des salariés. Les entreprises s'y retrouvent de toute façon. Elles n'ont plus à rembourser la moitié du coût du transport de leurs salariés, puisque c'est gratuit. Et comme elle est dynamique et que notre collectivité a passé le cap des 100 000 habitants, on est passé de 0,6% de la masse salariale à 1,05%. Et comme nous avions un projet de tramway de transport en site propre et que tout projet de transport en site propre permet d'augmenter encore le versement de transport, on est très vite passé à 1,8%. Ce qui veut dire qu'on a triplé le versement de transport et on a pu assez largement éponger le coût de la gratuité, tout en on était en délégation de service public. Donc on n'était pas dans un vrai service public, mais on avait évidemment imposé la gratuité via une convention et un avenant à notre contrat. Et on leur a dit, il faut qu'en même temps que la gratuité s'installe de la qualité. Et donc, parce que la gratuité ne peut pas se permettre d'être une sous-mesure. Il faut absolument qu'elle soit synonyme de gratuité, qu'elle évolue, qu'elle fasse progresser les gens. Et donc, quand je disais que c'était une mesure environnementale, c'est un chiffre de 2000, on n'a pas les chiffres aujourd'hui exacts, mais entre 2009 et 2012, il y a eu 35% de report modal, c'est-à-dire de gens qui ont abandonné la voiture et la moto pour prendre le bus. Il y a des familles qui ont abandonné leur deuxième voiture, qui n'ont gardé qu'une voiture. Ensuite, je le fais très très vite ça. Pour la mesure sociale, écoutez, ce qui nous a marqué et qui nous a vraiment poussé à faire la gratuité, sans billetterie, sans rien, il y a marqué voyageurs sans ticket, c'est que on puisse prendre le bus, quel que soit notre statut. Qu'on soit notaire, qu'on soit caissière, qu'on soit chômeur, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit femme, voilà, on prend le bus, on monte, on descend. Et surtout, ce qui fait qu'avec nos détracteurs, nous avons eu quelques débats sur la différence entre la tarification sociale et la gratuité, c'est qu'avec une tarification sociale, c'est toujours les plus démunis qui sont obligés de faire les démarches les plus compliquées pour arriver à ne pas payer, quoi. Donc c'est insupportable. Et là, on a dégagé ça et ça a permis à tout le monde de monter et de descendre dans le bus. Et en plus, il n'y avait pas de limite territoriale, c'est-à-dire que n'importe qui peut venir à Aubagne, prendre le bus et redescendre. Donc cette mesure sociale, elle a un vrai impact. Et puis elle est une mesure sociale parce que les gens se sont retrouvés de manière un peu différente dans les bus que ce qu'ils ne l'étaient auparavant, à savoir que détendus parce que pas de contrôle.
pas de fraude, pas de contrôle. Et donc, l'espace social s'est modifié au fil du temps. Mais très, très vite, même les chauffeurs qui étaient un peu réticents au départ se sont rendus compte que n'ayant plus de rapport d'argent avec les passagers, avec les usagers, ils jouaient leur rôle de chauffeur, le truc très bête. Ils ont une profession, ils l'ont exercé en conduisant les gens d'un endroit à un autre. Et c'était assez formidable à remarquer. Il y a eu une baisse d'ailleurs d'incivilité dans les bus, parce que là aussi on nous a dit oh là là c'est gratuit, ça va pas être respecté, vous pouvez pas faire ça, et en fait c'est le contraire qui s'est produit. Et quand je disais une mesure économique, c'est que en fait si on regarde l'économie un peu différemment, c'est une mesure qui, avec l'augmentation de la fréquentation qui a explosé les prévisions que nous avions faites, nous sommes aujourd'hui à plus de 232% de fréquentation. Et entre 2009 et 2012, on était à 180% d'augmentation de la fréquentation. Et si on réfléchit bien, comme c'est la collectivité qui paye, pour la collectivité, chaque voyageur coûtait avant la gratuité 4 €. Mais avec l'augmentation de la fréquentation, chaque voyageur en 2012 ne coûtait plus que 2 €. Alors, ce n'est pas un retour sonnant et trébuchant, ben non. Mais par contre, économiquement, ça marche. Et puis, c'est une mesure économique parce que pour une famille de 4 personnes, les gens, ils ont économisé 60 € par mois. C'est quand même pas rien. Pour ceux qui ont abandonné la voiture, ça leur a permis d'économiser l'essence, les assurances, les réparations, l'entretien, enfin... C'est une mesure culturelle, tout simplement, parce que quand je vous disais qu'on l'a pensé dans un projet politique, c'est que on a pensé très vite qu'il fallait que les services publics s'emparent de la gratuité des transports et que tout le monde s'en saisisse. Et donc, juste un exemple, on a travaillé avec les services culturels, en particulier la médiathèque, et on s'est permis d'organiser dans les bus des lectures de textes, en particulier de textes féministes en prévision du 8 mars, par exemple. On s'est permis d'y faire du théâtre invisible. On s'est permis d'y faire des rencontres enfants anciens par le biais des centres aérés, des centres de loisirs. Enfin, on s'est permis beaucoup de choses. Et puis, les jeunes se sont permis eux-mêmes, et c'est pour ça que c'est une dimension culturelle qu'on n'avait pas imaginée auparavant. C'est ce qui est formidable dans une création politique, c'est qu'elle enchaîne des créations derrière elle. Ils ont créé des morceaux de musique, des morceaux de rap, de la danse urbaine, parce qu'ils ont pensé très vite que c'était pour eux qu'on avait pris la mesure et qu'ils n'étaient plus assignés à résidence. Ils sont allés visiter des villages du territoire qu'ils ne connaissaient pas. Ils se sont donné le loisir de ne voyager pour rien. Voilà, c'était pas utilitaire, ça non plus. Il y a eu de l'utilitaire, bien sûr, dans les usages, travail, courses, hôpital, enfin toutes les démarches habituelles qu'on peut faire, mais il y a aussi encore des voyages comme ça pour le plaisir de se promener. Et sanitaire, tout simplement parce que la question est aujourd'hui cruciale sur les problèmes de pollution et en particulier de la pollution de l'air. Quand on diminue la voiture et qu'on continue à réfléchir à ce que les bus, et si on avait pu aller plus loin avec le tramway pollue beaucoup moins. Et donc, on sait que ça peut avoir des impacts sur la santé. On se bat un petit peu pour avoir les chiffres précis, mais on sait qu'une personne qui est avec nous dans le territoire et qui travaille à l'ARS a commencé à chiffrer les choses et que, visiblement, il y a des choses encore à mesurer. Voilà, donc, on en est là aujourd'hui avec un point d'interrogation quand même, parce que là, je vous décris une expérience formidable. Elle l'est, mais elle est en danger. Au moment où elle s'essaime un peu partout, cette gratuité, puisque vous avez vu que Dunkerque est passé en gratuité en 2018. Précédemment, il y a eu Niort aussi en France. La gratuité est ancienne en France. Elle a commencé en 1975 avec Compiègne. Toutes les couleurs politiques ont porté la gratuité dans les collectivités qui l'ont portée, toutes pas avec le même objectif, mais en tout cas, elle marche bien partout. Et on avait même eu la visite de Tallinn en 2012 qui est passée en gratuité, la capitale de l'Estonie qui est passée en gratuité en 2013. Et donc elle continue à s'essaimer, cette gratuité, au moment même où la métropole, puisque maintenant c'est elle qui perçoit le versement de transport dont je vous parlais tout à l'heure, ça n'est plus la communauté d'agglomération qui a disparu au profit d'un conseil de territoire qui ne sert plus à grand-chose. Et la métropole voudrait bien mettre à mal la gratuité au nom de l'harmonisation des tarifs, puisque évidemment à Marseille on paye très cher. Donc on va continuer à se battre. Si vous voulez, on en discute et voir sur quel levier on peut se baser. Mais je pense que
comme je le disais tout à l'heure, elle ne se satisfait pas de la médiocrité, la gratuité, il faut qu'elle aille avec la qualité. Il faut aussi qu'elle continue à se penser ailleurs. Et donc, penser d'autres gratuités ou des gratuités ailleurs, c'est aussi lui permettre de progresser, de faire en sorte que cette résistance pour préserver notre gratuité à Aubagne, en s'invitant ailleurs, elle puisse justement faire progresser la chose. Un exemple, pour terminer, pour Aubagne elle-même, puisque tu parlais de commun-commune, on a monté un mouvement là, en vue des municipales qui s'appelle Aubagne la commune, et on est parti sur d'autres gratuités. On ne les a pas encore toutes fixées, mais on pense à quelques gratuités, la cantine, l'eau vitale. L'eau vitale, ça sera peut-être plus difficile, mais pourquoi pas. Et puis les obsèques, c'est pas très fun, mais tout le monde y passe. Et le deuil n'a pas besoin d'en rajouter sur avec les questions financières. Et je dis ailleurs parce que si on pouvait imaginer une gratuité, un accès gratuit entre Aix et Aubagne, entre Marseille et Aubagne, entre Marseille et Marignane, on pourrait aussi désengorger nos axes routiers qui sont particulièrement chargés. Mais ça peut s'imaginer ailleurs et autrement. Et j'espère que ça va s'inviter en 2020 pour les élections municipales. Je suis suffisamment sollicitée un peu partout en France pour des gens qui veulent en savoir plus, pour le mettre dans le cadre de leur campagne électorale, pour que ça se mène à Marseille, enfin. Hein, on imagine, sur la métropole. Voilà.